Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un discours crucial prononcé par Vladimir Poutine lors du Forum économique oriental. Ce discours est une occasion unique de comprendre les ambitions de la Russie pour le développement de son Extrême-Orient, une région stratégique pour son avenir économique et social. Vladimir Poutine y aborde plusieurs axes clés: le renforcement des infrastructures, l'attraction des investissements et la modernisation des technologies. Il met en lumière les projets ambitieux lancés par le gouvernement russe, ainsi que les partenariats publics-privés nécessaires pour réaliser ces objectifs. En outre, il insiste sur l'importance de la dimension humaine dans ce développement, en soulignant les efforts pour améliorer la qualité de vie des habitants et attirer les jeunes talents. Je vous invite à suivre le discours jusqu'à la fin et ensuite nous en discuterons. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et de la partager autour de vous. Allons-y. Cher Monsieur Anwar Ibrahim, cher Monsieur Khanjan, Mesdames, Messieurs, chers amis, j'ai le plaisir de saluer tous nos invités pour ce 9e Forum économique oriental. La Russie, Vladivostok, traditionnellement, début septembre, accueille les grandes entreprises, les équipes de haute technologie, les dirigeants de grandes entreprises, des spécialistes, des experts, des entrepreneurs qui manifestent leur intérêt pour l'Extrême-Orient russe. Et c'est effectivement des opportunités sans limite qui sont ici, des possibilités de partenariat qui sont uniques dans cette zone réellement unique de notre pays. Et donc cette orientation majeure de développement pour notre pays, et comme vient de le dire Alexandra, c'est effectivement une priorité qui est même nationale pour le XXIe siècle. Et cela, ça a été confirmé par les réalités de la vie elle-même et les difficultés que nous avons rencontrées, les tendances que nous constatons qui prennent de plus en plus d'ampleur dans l'économie mondiale. Quand les liens économiques et commerciaux, les itinéraires logistiques, les voies de développement se réorientent vers l'Orient d'une manière générale et vers les pays du Sud. Et la position géographique de notre pays nous donne beaucoup d'opportunités de développement. Nous pouvons surmonter toutes ces barrières qui sont imposées à l'ensemble du monde par certaines élites occidentales. Et comme je l'ai déjà dit, l'Extrême-Orient russe est un espace gigantesque pour manifester des initiatives et mettre en place des secteurs économiques entiers. Et aujourd'hui, sans exagérer, on peut dire que l'Extrême-Orient est un élément déterminant de développement de la Russie. C'est même une orientation phare qui correspond à la réalité économique. Et comment va se développer l'Extrême-Orient russe ? Eh bien, de cela dépendra l'évolution, le développement de notre pays. Et toutes ces images orientées vers le passé, vers le futur, sont justement au cœur de nos discussions dans ce forum économique oriental. Et ce forum revêt de plus en plus un caractère représentatif, puisqu'il représente effectivement plus de 75 territoires différents. C'est une plateforme de dialogue entre les entreprises pour la recherche de solutions en investissement. Je peux dire que au cours des 3 derniers forums, nous avons signé des milliers de contrats pour des centaines de milliers de dollars d'investissement, et cela représente des orientations majeures pour l'orientation de notre développement, pas seulement vers l'Extrême-Orient russe, mais aussi l'ensemble de la zone Asie-Pacifique. Et quand je parle des mesures à prendre, des propositions qui ont été faites à nos partenaires étrangers en matière d'investissement, de coopération, d'échanges commerciaux, et tout cela, avec les résultats que nous avons déjà, nous permet d'orienter notre politique extérieure, intérieure, sociale. Et cela doit concerner chaque habitant de notre région. Je rappelle que depuis 2013, nous avons lancé un programme stratégique de gestion du développement dans cette zone. Cette orientation a fait ses preuves. Nous lançons plus de 3500 projets d'infrastructure en matière de développement, et le rythme de développement des investissements a été multiplié par 3 ces dernières années en 10 ans. Et ce résultat de ces investissements est particulièrement visible. Nous avons des milliers de nouvelles entreprises
Nous avons créé plus de 144 000 emplois. Nous avons lancé, nous avons dépassé la moyenne nationale de développement. Et je rappelle que nous avons mis en place ici 16 territoires de développement avancés. Nous avons lancé un tarif préférentiel sur le plan fiscal, notamment sur l'île Rouski. Et d'ailleurs, cette zone a permis de faire revenir dans le domaine russe des actifs à hauteur de 6 000 milliards d'euros. Tout cela permet d'améliorer le climat des affaires et nous allons continuer à utiliser les nouvelles mesures que nous avons mises en place, notamment avec des partenaires étrangers. Et ce forum économique oriental était aussi le moyen de lancer justement ces territoires de développement avancés pour mettre en place des conditions meilleures de compétitivité pour les entreprises, y compris celles qui viennent de pays amis. Et donc les entreprises ici, dans le territoire de Primorié, ont la possibilité de lancer leurs activités. Et ici, nous avons toujours l'objectif de créer un nouveau port. Et je demande au gouvernement de travailler à la mise en place de ce nouveau port. Et cela nous permet de travailler avec des partenaires sur l'établissement de nouvelles normes. Et notamment, à partir du 1er septembre de cette année, notre législation prévoit la possibilité d'utiliser des standards étrangers en matière de projection et de construction de sites d'infrastructures. La nécessité impérieuse ici, c'est celle de la qualité qui ne doit pas être inférieure à la nôtre au niveau national. Et tout cela peut être intéressant si nous participons à des appels d'offres internationaux. Et dans les relations que nous avons avec nos partenaires étrangers, nous avons pu créer des emplois, notamment dans la zone de l'Ussuri. Nous avons mis en place des pôles logistiques. Nous avons étendu le réseau routier et au mois de mai, lors de ma visite en Chine, j'avais parlé de la nécessité de travailler ensemble avec nos partenaires, avec nos amis les partenaires chinois dans la région de Khabarovsk et l'ensemble de toute cette région. Et je demande au gouvernement et aux autorités locales de travailler à cela pour la mise en œuvre de ce plan dès l'année 2025. Évidemment, une des questions majeures ici pour le lancement de ces initiatives, notamment en milieu industriel, c'est de mettre en place des façons de développer le parc de logement et les infrastructures de transport. Il y a aussi, cela doit s'accompagner aussi d'un accompagnement sur le plan énergétique et à la fin de la décennie, nous prévoyons 96 milliards de roubles d'investissement dans le développement de ces infrastructures énergétiques et de transport. Il y a encore beaucoup de secteurs dans cette région qui manquent d'électrification et de gazification. Et donc, quand on développe des sites industriels, il faut accompagner cela pour la population. Nous travaillons avec les milieux d'affaires et nous prévoyons un système de développement. Nous mettons en place des mécanismes de financement soutenus. Dans le cadre de ce programme, il s'agit de d'éliminer le déficit en énergie, de lancer de nouveaux sites de régénération, notamment avec des nouvelles centrales électriques qui alimentent pas seulement leur région concomitante, mais aussi protéger toutes les localités environnantes du risque d'inondation. J'en ai parlé encore hier avec les collègues. Je le souligne, le plan de développement de l'énergie doit concerner doit prendre en compte les besoins pronostiqués et nous devons travailler avec l'ensemble des entités de la Fédération de Russie et des municipalités dans le calcul de ces besoins. Les opportunités sur le plan logistique doivent être calculées aussi pour l'ensemble du pays et donc les plus grands projets qui ont été lancés, c'est donc l'extension, parmi eux il y a l'extension du polygone ferroviaire de l'Extrême-Orient et l'an dernier nous avons construit plus de 2000 km supplémentaires de voies ferrées. Nous avons construit plus de 100 ouvrages d'art, ponts et tunnels. Et
à l'issue de cette année, la capacité de transport du polygone ferroviaire de l'Est passera à 189 millions de tonnes par an. Et nous en sommes aujourd'hui à la troisième tranche de construction dans ce développement. Et nous allons devoir travailler non seulement à l'extension de ce réseau, et notamment les endroits dits serrés, mais nous avons aussi des ouvrages d'art à construire en la matière pour doubler les capacités de transport. Il s'agit de ponts, il s'agit de tunnels, et c'est un travail d'ampleur qui doit se faire sur toute la longueur du BAM, c'est-à-dire le Baïkal-Amour magistral, et nous devons continuer à travailler pour que cet axe ferroviaire soit accompagné aussi d'une électrification systématique sur l'ensemble de cette voie, avec un total de 3000 km de voies ajoutées. Et dans la première tranche, dans la deuxième tranche du transsibérien, nous devons faire autant maintenant jusqu'à cet objectif pour augmenter. C'est ce travail que nous faisons en ce moment, et nous allons dire que ce serait la plus grande infrastructure de transport réalisée depuis l'URSS, qui avait été construite à l'époque avec toutes les républiques de l'URSS. Ça avait été des efforts qui avaient été conjugués, mais nous continuons à travailler ainsi pour établir un réseau routier continu de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, compte tenu de l'augmentation des trafics, de la circulation. Et la construction de ces corridors permet d'encourager le tourisme pour des dizaines de régions de la Fédération de Russie. Ce corridor se fait par étapes. En octobre de l'an dernier, nous avions ouvert une nouvelle route entre Moscou et Kazan. À la fin de cette année, elle doit aller jusqu'à Yekaterinbourg, puis Tyumen. Et ensuite, il y aura des rocades autour de Kemerovo, Kamsk et d'autres villes de Sibérie. Et tout cela doit s'inscrire dans un seul réseau de plus de 10 000 kilomètres avec des voies d'accès vers les zones frontalières de la Russie. Et tout ce que j'avais annoncé dans mon discours à la Fédération de Russie doit être appliqué ici. Il y a encore une fois, je le répète, il y a cette priorité de développement des réseaux routiers et ferroviaires, et nous devons avoir un résultat d'ici la fin de l'année vers les 5 postes frontières de la région extrême-orientale, et nous avons donc une bonne dynamique ici qui doit se poursuivre. Et je le souligne ici, dans le polygone ferroviaire oriental et sur les sites routiers, nous avons effectivement un très grand travail qui a été fait avec l'implication de spécialistes, d'ingénieurs, de projecteurs de toutes les régions du pays. Et ce travail intense qui a été fait, cette ténacité, ils ont pu montrer que la Russie est prête et capable à construire beaucoup et de qualité dans ce développement des infrastructures de transport au niveau national, et on peut dire même au sens propre du terme, au sens mondial. Et donc ce travail qui se fait sur la logistique, on voit que nous avons multiplié les capacités ces 10 dernières années, notamment sur la route maritime du Nord. Nous étions, il y a 10 ans, à 4 millions de tonnes par an. Maintenant, nous en sommes à plus de 20 millions. Et ce flux peut se multiplier aussi si on continue la maîtrise des gisements qui peuvent être développés. Et à ce moment-là, la route maritime du Nord pourra continuer à être développée. Nous développons aussi une infrastructure de transport, une infrastructure de secours pour, dirons, bien dérouler ces nouveaux itinéraires. Et dans ce schéma, aujourd'hui, nous avons 14 ports qui fonctionnent, et je note aussi qu'à l'issue de l'an dernier, les capacités des ports de Russie sur le Grand Nord étaient à hauteur de 40 millions de tonnes. Donc nous avons des capacités que nous pouvons multiplier. Nous devons étendre donc les accès ferroviaires à ces ports
Et à Vladivostok, la capacité du port doit dépasser maintenant les 100 millions de tonnes par an. Nous devons travailler avec nos partenaires ici en matière d'intégration au niveau eurasiatique, puisqu'on a vu que nos partenaires de Biélorussie sont tout à fait prêts à s'impliquer dans ce développement des infrastructures, notamment avec leur propre port dans la presqu'île de Kola, et nous allons continuer à travailler avec l'ensemble de nos partenaires. J'ajoute aussi que toutes les grandes initiatives logistiques de la Russie, avec l'implication des nouvelles technologies dans le respect de l'environnement, permettent d'assurer la satisfaction de tous les besoins au niveau national en matière d'équipements industriels et de développement scientifique et technique. C'est sur la base de ces solutions nouvelles qui sont mises au point que nous pouvons assurer le développement économique aussi en matière de formation et d'enseignement de tout notre pays. Il y a aussi la question de la maîtrise des nouvelles technologies qui peuvent être mises en place. Nous travaillons aussi sur de nouveaux métaux, wolfram et d'autres minerais, les diamants, l'uranium. Nous avons plus de 70% de l'argent, par exemple, et de l'or en Russie qui sont extraits en Yakoutie, en Tchoukotki et dans d'autres gisements de cette région de notre pays. Or, la demande, elle ne cesse d'augmenter, pas seulement pour l'exportation, mais même pour notre marché intérieur. Et nous devons satisfaire les besoins de notre pays, mettre en place une base qui permette d'avoir une approvisionnement en continu de toutes nos régions. Cela concerne aussi les carburants, les autres sources d'énergie. Et nous devons travailler de façon plus efficace en utilisant nos technologies nationales. À notre forum l'an dernier, nous avions identifié avec le gouvernement des programmes particuliers d'études et de mise en valeur de l'Extrême-Orient, par exemple en biologie. Ces programmes sont prêts. Chaque rouble du budget investi dans ces programmes doit s'accompagner de 10 roubles d'investissement privé, et tout cela permet à ce moment-là un retour sur investissement. Nous avons donc un effet normal sur l'ensemble de la chaîne de production, mais ce travail doit être fait de façon raisonnée, calculée, et je demande au gouvernement, dans le projet de budget pour les 3 prochaines années, de prévoir le financement de ces programmes de façon à parvenir aux objectifs. Je le répète, l'Extrême-Orient russe a une capacité d'étude des ressources géologiques. Nous avons ici un travail qui doit être fait au niveau des richesses enterrées sous terre. Ici, nous avons un potentiel pour notre industrie de développement dans cette région. Nous avons cette potentialité de créer des emplois, de proposer de nouveaux services, de nouveaux produits dans toute cette chaîne logistique. Et nous encouragerons toutes les initiatives créatrices, innovantes, avec l'intelligence artificielle, et notamment en utilisant dans des usages civils les systèmes de drones. Et cet usage des nouvelles technologies nous permet d'utiliser justement, de mettre en valeur ce potentiel en matière de formation. Nous travaillons à la création de nouveaux campus, par exemple à Sakhalinsk, mais évidemment cela ne suffit pas. Je propose de lancer d'autres projets similaires avec de nouveaux campus, par exemple à Ulan-Ude, à Chita, à Novosibirsk, et nous pouvons travailler avec les universités ici dans l'Extrême-Orient. Et ces centres de recherche auront toutes les conditions pour que les gens vivent sur place, s'installent, travaillent et aient une activité. Nous allons aussi développer les universités en zone arctique. En plus du projet déjà lancé de Campus Arkhangelsk, nous allons lancer un projet similaire à Mourmansk. Et sur la base de ces campus, nous aurons de nouvelles écoles d'ingénieurs. 2 écoles à Sakhalinsk et à Vladivostok ont déjà été créées. Leur objectif n'est pas seulement de former des spécialistes pour l'industrie et l'agriculture, mais
ils doivent aussi travailler sur les questions de logistique, de transport, d'intelligence artificielle et utiliser les nouvelles technologies qui ont été développées et toujours veiller au développement social de ces zones. Sur l'île Rouski, nous avons travaillé avec la société russe Roshydro. Nous avons mis en place de nouvelles ressources énergétiques et cela nous permet de moderniser l'ensemble de cet outil que nous avons dans l'extrême-orient russe. Et avec les usines, avec les entreprises, nous allons créer aussi un autre centre de recherche sur cette île. Et son profil sera donc la recherche de solutions en matière d'ingénierie maritime avec les biotechnologies, la biomédique et d'autres orientations prometteuses. Et je demande aux autorités régionales d'utiliser tous les instruments en place pour installer des concessions et faire venir des scientifiques d'autres régions de Russie et d'autres pays et développer ainsi cette capacité à soutenir la compétitivité de nos entreprises et de nos projets. Chers collègues, nous comprenons bien que le résultat de tous ces projets dans l'extrême-orient russe comme dans le reste du pays dépend en premier lieu des gens, des personnes, des familles que nous avons ici. C'est cette vieille logique que nous avions, par exemple, il y a les gens qui travaillent dans les usines, mais si on oublie la famille, ce n'est pas juste. C'est la première chose. Et deuxième chose, ça ne correspond pas aux besoins dans notre pays qui se construit. Nous avons une société qui se construit autour de l'être humain et donc nous avons de grands projets pour l'extrême-orient russe. Nous avons aussi justement lancé des mécanismes d'aide sociale et ces instruments nous permettent de reconstruire des jardins d'enfants, des cliniques, des écoles, des centres de sport. Nous aménageons les villes, les infrastructures sociales. Nous avons construit près de 2000 sites d'infrastructures sociales et les aides financières que nous avons apportées ont été un élément déterminant pour ce développement et notre objectif est de faire participer aussi des investisseurs privés pour soutenir à hauteur déjà de 120 milliards de roubles. Nous avons déjà 36 initiatives privées qui ont été validées ici. Et ici, dans le territoire de Primorié, nous avons lancé une station de sport d'hiver. Nous avons lancé ici et ailleurs des théâtres, des centres culturels, des musées, à Magad, à Chita, par exemple, des centres sportifs. À Chita et au Birobidjan, nous avons modernisé l'éclairage urbain et nous allons continuer à travailler en la matière en utilisant des concessions territoriales pour le bien de la population et des entreprises. Ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans le cadre de partenariats publics-privés, nous, au niveau des voies routières, du transport urbain, des aéroports, nous avons beaucoup de projets, mais ils ne sont pas encore suffisants. C'est moins de 3% du PIB. Et pour développer ce domaine, nous devons améliorer la législation et les mécanismes de partenariat public-privé pour que les risques soient calculés de façon transparente et juste entre l'État et les investisseurs privés. Et en particulier pour les infrastructures à vocation sociale. Dans le cadre de notre lutte pour soutenir notre souveraineté, nous devons penser aussi à ce partenariat pour que les entreprises puissent contrôler la répartition des risques, soutiennent les projets tant au niveau de l'État qu'au niveau des entreprises. Nous en avons parlé. Les grandes entreprises sont prêtes à cela. Mais nous avons donc ces projets de financement qui sont très importants. Et je demande au gouvernement de déterminer cette politique que nous pouvons lancer de soutien à ces initiatives. Tout cela sera perfectionné petit à petit avec la participation des entreprises. Ce qui est important aussi, c'est que des investissements privés soient utilisés pour les projets de développement à long terme, et pour que les localités, les municipalités soient impliquées aussi. Et nous promouvons ici de nouveaux instruments d'amélioration du niveau de vie de la
population. C'est ce qu'on appelle les plans généraux. Vous êtes déjà informé de cela. Pour 22 centres administratifs et agglomérations de l'Extrême-Orient qui regroupe 4 millions d'habitants. Nous avons déjà lancé ce type de dossier. Les documents sont en cours de validation et tout cela nous permet donc de développer donc ces agglomérations de façon plus étendue et dès l'année prochaine, 2025, nous devons travailler concrètement à ce développement, à la validation de ces plans généraux et pour travailler à l'amélioration sur le plan social et économique et que ces deux composantes soient liées. On a souvent des entreprises qui ont créé des choses, des structures elles-mêmes et le résultat, c'est que nous avions souvent un déséquilibre dans la prise de mesures, nous avions des déséquilibres au niveau des localités, des municipalités. Donc il s'agit de lier de plus en plus la population aux entreprises pour que chacun ait son mot à dire et que chaque ville ait la possibilité d'avoir un modèle à long terme, un modèle de développement avec toujours les deux composantes sociales et économiques qui soient liées dans cet espace. Et notamment sur le plan des transports, sur le plan énergétique, sur le plan du logement. Et l'objectif est d'assurer de façon intégrée cette qualité de vie. La plupart des mesures qui ont été prises sur les plans généraux ont été validées, mais nous avons encore, cette année, nous allons avoir des infrastructures sociales qui vont être mises en place. Et les entités de la fédération qui sont les plus actifs dans ce travail, le ministère du développement de l'Extrême-Orient russe a mis en place un classement spécifique. Et nous avons Sakhalinsk et Magadan, les régions de Sakhalin et de Magadan sont en tête de ce classement. Et je remercie les collègues pour le rythme qui a été donné. Et je vous prie de poursuivre dans cette voie. Et chaque année, nous allons assurer un suivi de la validation de la mise en œuvre de ces plans généraux. Nous allons travailler avec les services fédéraux pour que les nouvelles entités prennent exemple sur ces décisions positives. Nous allons travailler aussi au calcul de nouveaux schémas de financement. Nous avons déjà accordé 30 milliards de roubles, mais nous allons continuer. Il va falloir déterminer les limites de ces objectifs pour les années 2025-2030. Autrement dit, au-delà des montants qui ont été déjà alloués et que les régions russes puissent obtenir selon le schéma standard. En ce qui concerne la réalisation des plans généraux, nous devons toujours tenir compte des projets nationaux qui se trouvent à l'étape d'achèvement du plan sur le plan de conception. En plus, le développement des villes de l'Extrême-Orient doit faire part d'un volet à part. Tout d'abord, il s'agit du projet national comme l'infrastructure pour la vie, les systèmes de transport, la famille, la longévité, aussi bien que la jeunesse et les enfants. Ce qui est aussi important, environ la moitié des dépenses sont financées par des sources extra-budgétaires. Cela veut dire que les milieux d'affaires des villes qui sont prêts à construire les hôpitaux, les écoles maternelles, de nouvelles autoroutes, moderniser les réseaux communaux et les autres sont prêts à participer. Bien sûr, nous allons soutenir ces subventions des milieux d'affaires et je suis sûr que grâce à cette cadence de modernisation des villes, leur part va augmenter. En plus, de la part des partenaires stratégiques, des grandes entreprises qui, dans le cadre de leurs programmes sociaux, participent activement à la mise à jour des villes où ils développent leurs affaires. Leur puissance et leur expérience doivent être aussi utilisées pendant la réalisation des plans généraux qui sont prêts à financer la création des infrastructures communales dans les villes et des villages où ils sont en train de réaliser leurs projets d'investissement. Et une fois que ces objets d'infrastructure passent aux autorités communales, ils pourraient bénéficier des subventions. Et je demande au gouvernement de définir les paramètres de ce mécanisme. L'expérience de l'Extrême-Orient va servir de la base pour la mise à l'échelle des plans généraux et pendant allocation devant l'Assemblée fédérale d'ici 2030, ces documents stratégiques seront préparés
pour environ 200 localités russes. Cela veut dire que nous allons mettre à l'échelle au total 200 dans toute la Russie, y compris les villes phares qui assurent une grande contribution dans la consolidation de la souveraineté technologique. En plus, l'infrastructure sociale est partie intégrante du système contemporain de la construction urbaine. Les investisseurs qui réalisent ce projet doivent bénéficier des subventions, surtout en ce qui concerne les territoires de développement avancé. Actuellement, nous sommes en train de roder ce mécanisme dans cette région et nous pensons construire 1 800 000 mètres carrés des logements où environ 70 000 personnes vont habiter. Pendant les 5 dernières années, les logements construits annuellement ont augmenté de 2 fois. C'est un bon indicateur et cette année, nous attendons la réalisation de 5 600 000 mètres carrés. Et je tiens à souligner l'importance des crédits hypothécaires de l'Extrême-Orient. Et comme vous le savez très bien, nous avons aussi mis à l'échelle ce mécanisme pour les participants à l'opération militaire spéciale avec le taux de crédit 2% par an. En plus, ce mécanisme a été aussi alloué aux jeunes familles qui ont des petits-enfants dont l'âge ne dépasse pas 36 ans. Le même mécanisme avec les mêmes conditions est proposé aux médecins aussi bien que dans les régions arctiques. Nous avons déjà prolongé ces programmes d'ici 2030. Je sais que le gouvernement a eu des discussions concernant les conditions de prolongement et je propose de mettre le point final. Cela veut dire de préserver le taux de crédit qui ne doit pas changer à raison de 2% par an. Et je tiens à rajouter qu'à partir de l'année précédente, dans le cas de premieriers, dans les familles qui ont le 3e enfant, puissent bénéficier de la subvention pour un montant augmenté, pas pour 450 000 comme dans le reste du pays, mais d'un montant de 1 million de roubles. Et nous sommes mis d'accord qu'aussi 1 million de roubles peut être donné aux grandes familles dans toutes les régions de l'Extrême-Orient où le coefficient de natalité est inférieur en moyenne par rapport aux autres régions russes. Chers collègues, je tiens à demander que ce mécanisme commence à fonctionner à partir du 1er juillet dernier et je tiens à souligner l'importance des autres sujets pour nos familles qui vivent dans de petites villes et localités de la région arctique et de l'Extrême-Orient. Nous devons assurer l'alimentation de ces localités en tout ce qui est nécessaire, réduire les délais de livraison des charges. L'année dernière, nous avons adopté la loi sur l'alimentation pendant la saison d'hiver et son application est coordonnée au niveau régional. Donc, le transport des charges doivent bénéficier de la priorité sur les réseaux de transport et nous pouvons donner aussi des crédits budgétaires. Nous allons faire évoluer le réseau de transport logistique pendant l'alimentation, pendant les saisons d'hiver, y compris par le transport fluvial et ferroviaire. À partir de l'année prochaine, l'opérateur unique de l'alimentation hivernale commencera son fonctionnement, qui va assurer d'abord l'alimentation de la péninsule Tchoukotka et après nous allons élargir son fonctionnement pour la région d'Archangelsk et le Krai de Krasnoyarsk. En plus, un sujet très important, c'est la médecine qui doit être accessible dans toutes les petites localités éloignées, parce que parfois, le chemin de fer est le seul moyen de transport pour accéder aux soins médicaux. À partir du septembre dernier, dans 5 régions de l'Extrême-Orient et aussi à partir de l'année prochaine dans 8 régions, un train qui représente un centre de consultation et de soutien médical, qui représente un hôpital et une pharmacie sur les roues avec des docteurs et médecins spécialisés qui seront capables de donner des conseils et de demander le soutien auprès des centres fédéraux en bénéficiant des technologies de l'intelligence artificielle avant de donner le diagnostic et la conclusion, parce que nous devons assurer le soutien médical pour tous les habitants du pays, peu importe où ils vivent. J'aimerais remercier le chemin de fer russe, tous les médecins, tous les spécialistes du réseau ferroviaire, tous les autres qui participent à cette affaire qui est très importante pour tous nos habitants. Et je demande
au gouvernement russe d'assurer le soutien aux sociétés pour le fonctionnement sans interrompu de ce centre médical sur la base du train. Et dans le but de renforcer les liens entre les villes et localités de l'Extrême-Orient, nous allons développer les lignes aériennes parce que le nombre des passagers doit augmenter jusqu'à 4 millions par an. En plus, je demande au gouvernement de valider le projet spécifique avec des démarches pratiques à entreprendre. Bien sûr aussi, la question importante, c'est la flotte, parce que nous devons construire nos propres avions qui doivent être fiables, de haute qualité et à l'étendue nécessaire. Dans ce contexte, je demande d'accélérer la mise au point de l'avion léger Baïkal parce que sa production de série doit être lancée immédiatement. En plus, le coût et les caractéristiques techniques de cet avion doivent être compétitifs. En plus, pour que le vol et le coût associé soient accessibles pour la population. Sinon, il faut prévoir des subventions indispensables. Chers amis, pendant les années précédentes, l'Extrême-Orient est devenu plus attractif pour la jeunesse. Pour les jeunes qui aimeraient avoir un métier intéressant, surtout pour des spécialistes bien expérimentés, qui aimeraient utiliser leur savoir-faire, leur pratique dans les domaines où ils se connaissent. Pendant 8 ans, nous voyons l'arrivée, l'afflux de la jeunesse dont l'âge varie entre 20 et 24 ans. Dans le cadre des programmes comme le médecin, le docteur, des autorités locales, nous avons doublé les subventions pour les jeunes professeurs et les jeunes médecins qui arrivent pour travailler dans les petits villages de l'Extrême-Orient. Pour l'échelon intermédiaire, nous avons prévu les subventions à raison de 1 million d'euros. Nous nous sommes mis d'accord de prolonger ces programmes d'ici 2030, en plus en préservant le coefficient doublé pour l'Extrême-Orient. En ce qui concerne les spécialistes du domaine culturel, parce que ce programme doit soutenir tous ceux qui travaillent dans les bibliothèques, dans les écoles musicales, des musées, ça veut dire tous les gens qui préservent notre souveraineté culturelle, notre identité, nos valeurs traditionnelles, qui éduquent les jeunes spécialistes. Je demande au gouvernement de mettre sur le plan de réalisation à partir du 1er janvier prochain, surtout pour soutenir tous ceux qui arrivent au Proche-Orient. Il faut prévoir des coefficients augmentés pour des subventions uniques pour qu'ils puissent participer au programme de l'hypothèque et des prêts immobiliers à l'Extrême-Orient. Nous devons créer de nouveaux musées à l'Extrême-Orient et je demande de préserver la mémoire sur l'opération datant de l'août et septembre 1945 autour des îles de Kouril, parce qui est devenu le symbole de l'audace de nos officiers, de nos militaires qui ont éradiqué et détruit les forteresses ennemies. Je tiens à souligner que toute l'histoire de l'Extrême-Orient russe, de cette région gigantesque qui occupe environ 40% du territoire national, a été assurée par les gens qui étaient très forts par leur audace, leur esprit, qui préservaient les traditions des autochtones, des peuples indigènes, qui ont construit de nouvelles villes, de nouvelles usines, qui ont construit de nouvelles autoroutes en maîtrisant les gisements. Nos ancêtres qui ont développé l'Extrême-Orient servaient à leur patrie et l'amour envers leur pays natal leur permettait de fixer les objectifs nationaux et leur héroïsme et le sacrifice d'eux-mêmes sert au bien-être de la population d'aujourd'hui. Et les professeurs des instituts et des universités, tous les spécialistes des milieux d'affaires qui travaillent à l'Extrême-Orient ou qui pensent travailler ici, y compris les équipes de gestion, à partir de 2032, nous avons un programme Muraviov d'amour qui vise à éduquer les spécialistes de gestion d'État parce que le programme est populaire et nous voyons l'arrivée des gens ambitieux, les jeunes qui voient que l'évolution de l'Arctique et de l'Extrême-Orient, c'est l'une des tâches les plus promettrices face à laquelle se trouve notre pays et nous allons faire la promotion
du programme Muraviov d'Amour d'ici 2030 au moins. Ça veut dire toutes les associations publiques, tous les citoyens, tous les milieux d'affaires doivent participer à la réalisation de nouveaux projets, de nouveaux programmes pour qu'ils puissent bénéficier d'un espacement à l'Extrême-Orient pour que cette région devienne plus importante. Et bien sûr, nous allons élargir les liens entre l'Extrême-Orient russe de tout notre pays avec les partenaires internationaux, avec les entreprises d'État et privées qui ont l'intérêt à développer le partenariat mutuellement avantageux, ce qui va favoriser la consolidation des positions russes dans le monde entier. Je suis sûr que tous ensemble, nous allons réussir. Merci à vous tous de votre attention. Merci beaucoup, Votre Excellence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un peu plus tard, je vais donner la parole à nos invités d'honneur, mais tout d'abord, j'aimerais vous poser quelques questions de précision. Si on regarde les données statistiques de Eurostat 2023, la population de l'Extrême-Orient fait environ 1,7 million d'habitants. Et pour la même période, nous voyons l'augmentation migratoire dans 3 régions sur la péninsule Kamtchatka et le Kraï Primorié. Et nous voyons l'arrivée des jeunes, mais dans l'ensemble, c'est un peu compliqué de nommer cette situation stable. En plus, en 2023, nous avons vu une petite afflux, mais l'une des mesures qui va stimuler les gens à rester à l'Extrême-Orient, bien sûr, ce sont des plans généraux dont il s'agit. Qu'est-ce que vous en pensez? Dans le but, ici, on veut améliorer la vie à l'Extrême-Orient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, évidemment, je pourrais parler infiniment parce qu'il faut faire beaucoup plus par rapport à ce que nous avons déjà fait. Il s'agit des choses évidentes, mais au moins, il faut concentrer notre attention sur 2 aspects principaux, dont le premier, il faut améliorer les conditions actuelles, il faut créer des emplois prometteurs intéressants et deuxièmement, il faut rendre la vie confortable dans cette région. Et ce qui est l'essentiel pour que les gens concrets, les familles puissent comprendre que tout ce qui est réalisé, c'est à long terme, que l'horizon de planification est grand, que la vie y un habitant crée des avenirs pour les familles et leurs enfants, parce qu'il s'agit des perspectives. Surtout en ce qui concerne les afflux et migratoires, les arrivées des gens jeunes, ils doivent participer à la réalisation de ces tâches ambitieuses. C'est l'essentiel. Et encore une petite question de précision, parce que vous avez déjà mentionné que l'expérience de l'Extrême-Orient russe sera mise à l'échelle dans d'autres régions russes. Exactement comment? Comme j'ai déjà dit, si je peux la nommer, la nouveauté réside en fait que nous devons combiner l'évolution spatiale et aussi économique. Parce qu'en Sibérie, à l'Extrême-Orient, déjà à l'époque soviétique, comment est-ce que nous avons construit la vie? Nous avons construit des usines, ensuite des petits logements, des petits villages. Parce que ça veut dire, d'abord, on construisait des grandes entreprises, mais et aussi des logements pour les habitants qui n'étaient pas trop confortables pour la vie. Et en plus, beaucoup d'entreprises, beaucoup de régions se sont développées de cette manière. Ça veut dire, d'abord, à l'époque, on a construit de grandes entreprises et quelque chose à côté en tant que logement. Et c'est juste après, on a commencé à réfléchir ce qu'il faut faire en plus pour rendre la vie vraiment humaine pour les gens, les spécialistes qui habitent là-bas. Et la différence de l'approche actuelle que nous proposons, il faut faire les deux en parallèle. Ça veut dire, dès le début, nous devons penser, réfléchir comment les gens vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont faire, de quoi est-ce qu'ils vont s'occuper, surtout qu'est-ce qui va se passer sur le plan médical, de l'éducation, de la formation et mettre sur le plan d'application tous ces projets. Je ne vais pas citer exactement parce que pas tout ce qui n'a pas encore été achevé comme nous voulons. C'est pour ça que pour l'instant, je préfère garder le silence. Évidemment, peut-être nous n'avons pas finalisé tout ce que nous avons voulu, mais c'est le principe phare. Nous devons réaliser tout cela en parallèle, créer l'infrastructure pour la vie, aussi bien l'évolution, le développement de l'infrastructure et de l'économie. Et comme j'ai déjà promis, et j'ai déjà dit, je demande pardon.
En ce qui concerne 22 localités, nous sommes en train de les faire évoluer et surtout dans les années à venir, nous devons faire le travail similaire pour environ 200 localités dans le reste du territoire russe. Le discours de Vladimir Poutine au Forum économique oriental met en lumière une stratégie ambitieuse pour le développement de l'Extrême-Orient russe, une région qui, historiquement, a été marquée par des défis géographiques et démographiques. Poutine a cherché à présenter l'Extrême-Orient non seulement comme une priorité nationale, mais aussi comme un levier essentiel pour la position géopolitique de la Russie dans un contexte de réorientation économique mondiale vers l'Est et le Sud. Je relève les 3 points positifs suivants. 1. Vision stratégique et géopolitique. En soulignant l'importance de l'Extrême-Orient russe, Poutine démontre une volonté de rééquilibrer le développement économique du pays, traditionnellement centré sur l'ouest de la Russie. En se positionnant comme un acteur clé dans la nouvelle dynamique économique mondiale, il montre une compréhension claire des changements géopolitiques en cours, notamment l'ascension économique de l'Asie. 2. Accent sur les partenariats publics-privés et l'investissement étranger. Poutine insiste sur la création de territoires de développement avancés et l'attrait des investissements étrangers, en particulier de la Chine. Cela montre une ouverture à des partenariats stratégiques qui pourraient renforcer l'économie régionale et nationale à travers des investissements en infrastructures et technologies. 3. Initiatives concrètes pour le développement social et économique. Le discours détaille des initiatives concrètes pour améliorer les conditions de vie des habitants de la région. La modernisation des infrastructures de transport, les crédits hypothécaires avantageux et l'amélioration de l'accès aux services essentiels sont autant de mesures destinées à stabiliser et à augmenter la population de la région, ainsi qu'à y attirer de nouveaux talents. Quelques points critiques sont aussi à noter. 1. Réalisation et efficacité des projets annoncés. Bien que les initiatives et projets présentés soient nombreux et ambitieux, leur succès dépendra de la mise en œuvre effective et de la résolution de plusieurs obstacles pratiques. Par exemple, les partenariats publics-privés, même s'ils sont prometteurs, nécessitent un cadre législatif clair et équilibré pour garantir la confiance des investisseurs privés. Or, Poutine reconnaît lui-même la nécessité d'améliorations législatives pour équilibrer les risques. 2. Démographie et rétention de la population. L'un des défis majeurs de l'Extrême-Orient est la faible densité de population et le déclin démographique. Bien que des mesures telles que les subventions pour les familles nombreuses et les crédits hypothécaires à taux réduits soient positives, elles pourraient ne pas suffire à inverser les tendances migratoires. Il est crucial que ces initiatives soient accompagnées d'une amélioration substantielle des conditions de vie et des opportunités économiques pour rendre la région réellement attractive. 3. Dimension géopolitique et dépendance étrangère. En mettant l'accent sur la coopération avec la Chine et d'autres partenaires asiatiques, la Russie pourrait se trouver dans une position de dépendance accrue vis-à-vis de ces pays. Si cette coopération présente des avantages économiques à court terme, elle pourrait aussi restreindre l'autonomie de la Russie sur le long terme, en particulier dans un contexte géopolitique volatile. 4. Priorité militaire et sécurité nationale. L'allusion aux participants à l'opération militaire spéciale pour les crédits hypothécaires montre comment les objectifs de développement économique et social de l'Extrême-Orient s'entremêlent avec des priorités militaires. Cela pourrait être perçu comme une stratégie de peuplement visant à renforcer la présence russe dans une région stratégique, mais risque aussi de créer des tensions, en particulier dans le contexte d'une militarisation croissante. En somme, le discours de Vladimir Poutine au Forum économique oriental montre une volonté claire de développer l'Extrême-Orient russe comme un pilier stratégique de l'économie nationale et de la position géopolitique de la Russie. Cependant, la réalisation de cette vision dépendra de nombreux facteurs, y compris l'efficacité des initiatives annoncées, la capacité à attirer et retenir la population, et la gestion de la dépendance vis-à-vis des partenaires étrangers. Si le plan est ambitieux, il nécessitera une mise en œuvre rigoureuse et une gestion stratégique pour répondre aux défis multiples auxquels cette région fait face. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de partager avec nous vos avis sur les interrogations suivantes. 1. Pensez-vous que la stratégie de Poutine pour le développement de l'Extrême-Orient russe est réaliste et durable à long terme? Pourquoi ou pourquoi pas? 2. Comment voyez-vous l'impact des technologies innovantes, comme l'intelligence artificielle, sur le développement économique de régions éloignées? Est-ce vraiment la clé de l'avenir? 3. Selon vous, l'accent mis sur l'amélioration de la qualité de vie et l'attraction des jeunes talents suffira-t-il à stabiliser la population de l'Extrême-Orient russe? Merci pour votre contribution dans les commentaires. À très bientôt.